J'ai l'autorisation. Bien, bonsoir, bienvenue dans cet amphithéâtre de Capital 8. On est très heureux de vous accueillir pour cette troisième table ronde organisée par ACA, dont le thème est l'influence positive de la lutte contre la fraude. Alors pourquoi un tel thème Pas uniquement parce que c'est un thème à la mode, on vous rassure, mais parce que il y a tout un tas de facteurs qui font qu'aujourd'hui on avait envie de traiter ce sujet-là avec nos partenaires. Premièrement parce que les cas de fraude se multiplient, on en entend parler un peu partout et un certain nombre d'entre nous en sont victimes. Deuxième élément, parce que la France, depuis janvier 2016, est précurseur sur le sujet, puisque, si vous ne le savez pas ou on vous le rappelle, depuis janvier 2016, il y a une directive qui est la Network Information Security qui a été mise en œuvre par la France en tant que précurseur au niveau européen. Parce que dans le paquet des mesures du 1er juillet, on a toujours un gros paquet de mesures au 1er juillet, donc ça fait 5 jours, on en a vu une qui n'est pas passée inaperçue, c'est que maintenant il y a une obligation légale pour les opérateurs d'importance vitale, donc il faut quand même être opérateur d'importance vitale, mais tout de même, à se protéger contre les attaques, ou au moins à protéger le système d'information des attaques cybercriminalité. Et puis parce que nous, en tant qu'intervenants, on relève souvent des questionnements, voire parfois des inquiétudes de nos clients sur ces sujets-là. D'ailleurs, l'opération qu'on organise ce soir en est la preuve. Même si tout le monde n'est pas encore arrivé, on avait à peu près de 150 demandes d'informations sur ce thème-là, et donc prouvait qu'on est dans le sujet. Alors, ce qu'on va aborder ce soir, c'est principalement la fraude de façon générale, mais tout de même avec un éclairage particulier sur les moyens de paiement. Parce que les cas sont importants dans ce sujet-là et parce qu'il ne faut pas nier qu'on a un certain nombre de phénomènes ou d'enjeux ou de facteurs sociétaux qui viennent compléter ça. Le premier, qui est évident, c'est la technologie. On a une technologie de plus en plus performante et qui permet aux fraudeurs d'avoir des systèmes très inventifs. Le deuxième, c'est parce que la crise économique a fait aussi qu'on a vu une recrudescence des cas de fraude, parce qu'on a des groupes et des individus qui sont un peu poussés à la fraude. Maintenant, vous avez vu le thème, c'est l'influence positive, qui est un peu particulier dans ce style de traitement d'opération, parce que trop souvent, on a constaté que la lutte contre la fraude se bornait à énoncer un certain nombre d'éléments techniques, voire technologiques, et on souhaitait aborder ce soir avec l'ensemble des partenaires présents à la table ronde, une approche un peu plus positive des éléments, mettant en évidence notamment l'humain et son rôle clé dans la lutte contre la fraude. Et puis, on voulait également aborder avec vous comment transformer cette lutte contre la fraude, qui est quand même quelque chose d'assez à la base technique, et qui a tendance à être caché, un peu occulté, en valeur positive, voire à créer un réel enchantement autour de la lutte contre la fraude. Oui, enchantement, je vois vos mines surprises, mais on va voir un véritable enchantement autour de ces éléments-là. Alors, on voulait également aborder l'élément comment utiliser la lutte contre la fraude dans une organisation interne et comment l'utiliser comme un véritable moteur. Premièrement, avec un enjeu de communication. Communication sur les cas, les cas de fraude et communication sur les actions qui sont mises en place pour valoriser l'interne, valoriser l'humain, valoriser les collaborateurs dans l'organisation. Un enjeu d'explication de ces mesures pour fédérer en interne. Et puis enfin, un enjeu de rassurance, et on verra que c'est quand même non négligeable, des clients sur les moyens, notamment les moyens de paiement, et les méthodes qui sont utilisées pour traiter ces éléments-là. Donc, à partir d'un constat des organisations sur la lutte contre la fraude, 2 entreprises vont témoigner, dont un sur des cas de fraude subis, et je tiens à leur remercier parce que c'est relativement rare que des entreprises témoignent sur ces cas de fraude-là, donc merci à lui, on le reverra tout à l'heure. L'autre entreprise va témoigner sur l'organisation et les procédures qu'elle a mis en place pour traiter ces éléments-là. Puis on regardera l'importance de la mise en œuvre d'une charte éthique à l'intérieur de l'organisation, donc toujours avec l'aspect humain très important. Et puis enfin, on abordera le côté enchanteur de la chose, sur notamment le parcours client et comment sécuriser le client. Donc pour cette table ronde, je tenais à remercier nos experts qui se sont libérés, avec lesquels on a passé beaucoup de temps à organiser cet élément-là. Et puis en plus dans une parité absolue femmes-hommes, puisque c'est à peu près 50-50, ce qui est rare dans les interventions, donc on est très content aujourd'hui de cette parité. Donc on accueille Madame Patricia Pombo,
qui est manager en charge de l'off-road au sein du cabinet Grant Thornton. Monsieur Pierre Wenzen, directeur financier et directeur général de Stormshield, qui est un éditeur, et il est également président de la DFCG Rhône-Alpes-Auvergne. On accueille également Madame Valérie Durand, responsable de la trésorerie et des moyens de paiement du PMU. Puis Isabelle Catus, responsable de la trésorerie du groupe Gerbet et vice-présidente de la commission de la lutte contre la fraude financière à la FTE. Et enfin, Monsieur François Lecomte-Vanier, associé de l'Aubary, qui est un cabinet de conseil, et vice-président de l'Association des experts européens en système de transactions électroniques. Donc merci à eux pour leur participation. Alors on va commencer. Patricia, donc Grant Thornton réalise tous les ans une étude. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur votre panorama de la fraude que vous organisez tous les ans? Oui, alors, je ne sais pas si le micro fonctionne. Donc, bonjour à tous. Alors, en fait, on réalise effectivement un baromètre auprès, généralement, de plus de 3000 entreprises de tout secteur. Donc, ça donne une vision un petit peu de ce qu'on peut voir sur la fraude, en tout cas sur le marché. Ce qu'on constate, le premier point, c'est dire que finalement, le risque de fraude, ce n'est pas du tout un risque théorique. En fait, on peut se dire, quand on n'a pas forcément été exposé, que c'est quelque chose qui n'existe pas. Et en fait, c'est une réalité, puisqu'on voit que 77% des entreprises disent, en tout cas, avoir déjà subi un cas de fraude. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est prégnant dans les entreprises aujourd'hui. Ce qu'on voit aussi, et là où il faut être attentif, c'est que ce cas de fraude porte aussi bien sur de la fraude interne que de la fraude externe. C'est-à-dire que les entreprises sont souvent très sensibles à la problématique fraude externe, mais très peu sur la fraude interne, parce que en disant ça n'arrivera pas, c'est pas possible. Or, on voit que presque dans 60% des cas, on a un collaborateur, que ce soit fraude interne ou collusion. Donc c'est vraiment, en tout cas sur la problématique fraude, en entreprise, on doit vraiment s'attacher à ces deux volets-là si on veut avoir un dispositif complet et en tout cas avoir un retour sur investissement des éléments mis en place pour lutter contre la fraude. Et ensuite, alors j'avais juste un petit chiffre sur les 27, mais c'est pas grave. Sur les 27%, c'est dire aujourd'hui, finalement, on n'a que 27% des entreprises qui ont pris le temps, finalement, de quantifier le risque de fraude, c'est-à-dire qui s'intéressent à le voir qu'est-ce que ça représente pour mesurer le retour d'investissement du dispositif qu'ils vont mettre en place, pour savoir vraiment qu'est-ce que ça va m'apporter de mettre en place un dispositif. Et donc ça, c'est aussi un point important parce que c'est ce qui permet aussi à l'entreprise d'aller challenger des dispositifs. Alors je pense notamment à l'assurance, parce qu'aujourd'hui vous avez des assurances sur la fraude. Et cette quantification permet notamment d'aller challenger ces points, en tout cas ces mesures. Donc sur ce point de départ, c'est dire en tout cas, si l'entreprise veut tirer des bénéfices ou des effets positifs de la lutte contre la fraude, il faut se dire c'est pas un sujet tabou, ça existe, c'est pas un risque théorique et il est bien présent aujourd'hui dans l'entreprise, que ce soit en fraude interne ou en fraude externe. Ensuite, si on regarde un petit peu le panorama des typologies de fraude, c'est-à-dire qu'est-ce qui inquiète aujourd'hui les entreprises. Alors classiquement, la cybercriminalité qui ressort. Donc ça, effectivement, avec l'actualité, avec les exigences réglementaires, voilà, ça pousse à la cybercriminalité, en tout cas dans l'intérêt que les entreprises peuvent porter sur ce sujet-là. Mais derrière, on retrouve bien tous les sujets autour de tout ce qui est falsification comptable, financier, détournement d'actifs. Donc ça reste des sujets cœur que les entreprises souhaitent traiter, avec un peu de recul sur la corruption. Mais la corruption, je pense qu'avec la loi Sapin 2 qui a été qui est rentrée, qui a été votée, ça va pousser en tout cas les entreprises à s'intéresser à ce sujet-là dans les mois à venir. Et quand on regarde, en fait, quand on demande aux structures, donc on voit que le risque de fraude, c'est une préoccupation. Par contre, quand on rentre et qu'on leur demande est-ce que vous avez une organisation dédiée ou pas,
qu'est-ce que vous avez mis en place pour lutter contre la fraude, on voit que on va dire pas beaucoup de structures ont forcément mis en place une organisation dédiée. Alors, une organisation dédiée, pourquoi ? Soit parce que l'entreprise n'a pas du tout conscience du risque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez encore une grande majorité d'entreprises sur le marché qui n'est pas du tout consciente de ce risque-là et donc ne voit pas l'intérêt de mettre en place une organisation, des équipes pour traiter le risque de fraude. Ou ensuite, les entreprises vont dire j'ai pas d'équipe dédiée, par contre c'est pris en compte déjà par mes équipes de contrôle interne ou de gestion des risques ou d'audit interne que j'ai chez moi et qui gèrent déjà ces sujets-là. Donc ça effectivement, il faut juste être attentif, c'est-à-dire que la gestion du risque de fraude se gère pas forcément comme un risque opérationnel classique. Il faut être il y a une particularité dans l'identification, dans le traitement de ces risques-là. Et donc, une équipe classique de contrôle interne ou de gestion des risques doivent être formées ou doivent en tout cas être sensibilisées à comment gérer le risque de fraude pour que les équipes puissent derrière l'adresser correctement, que ce soit dans le dispositif de contrôle interne, dans un audit interne ou dans une cartographie des risques. Parce que c'est le risque de fraude, c'est pas soumis à un aléa. Je veux dire, vous pouvez avoir un bon dispositif de contrôle interne. Si la personne elle a envie de frauder, que ce soit en interne ou externe, elle trouvera toujours les failles. Donc on ne le gère pas comme on gère un risque classique opérationnel dans une entreprise. Donc c'est quand même important, si l'entreprise derrière veut mesurer, parce qu'on parle de l'influence positive sur la fraude, déjà il faut en avoir conscience et prévoir l'organisation qui permet finalement d'appréhender au mieux ce risque-là pour se dire j'en tire un avantage et ça me permet vraiment de prévenir le risque. Alors, plus des 3/4 des entreprises ont subi des cas de fraude. Les 2/3 n'ont pas de service dédié. Donc, qu'est-ce que vous préconisez en termes de mise en œuvre pour traiter cet élément-là ? Alors, ce qu'on voit, c'est que classiquement, en tout cas pour avoir un dispositif complet, on parle toujours de 3 volets. C'est-à-dire qu'on a le volet prévention, qui est le volet, on va dire, clé et essentiel dans l'entreprise pour prévenir ce risque-là. La partie détection, qui est aussi clé et qui va découler de la prévention. Et ce qu'on appelle la 3e partie, donc protection et forensique, c'est-à-dire une fois que c'est arrivé, comment j'agis et qu'est-ce que je mets en place pour limiter au mieux les impacts. Donc comme on est sur la partie influence positive, je vais juste faire un zoom sur la partie prévention parce que c'est, on va dire, c'est un des éléments clés aujourd'hui pour une entreprise pour bien gérer le risque de fraude. Donc quand on regarde l'élément de prévention, quand on regarde les statistiques, on voit finalement que les entreprises, quand on les interroge, on leur demande qu'est-ce que vous avez mis en place, beaucoup vont vous dire on a mis en place des procédures. Par contre, si on regarde l'élément de départ, qui est souvent une politique, un code éthique, une cartographie des risques, qui sont finalement, alors moi ce que j'appelle un peu ce qui permet de construire la colonne vertébrale du dispositif, et ça c'est quelque chose qui n'existe pas. Donc ce qui fait qu'en entreprise, le dispositif il est construit à l'envers. C'est-à-dire que normalement, avant de mettre des procédures, il faut déjà savoir qu'est-ce que je souhaite mettre dans ma politique fraude, dans mon code éthique, quels sont les comportements que je tolère pas, quelles sont les règles. Ensuite, il faut forcément que je connaisse mes risques, parce qu'aller mettre des procédures génériques sur des risques de fraude, ça vous protégera pas en tout cas bien. C'est déjà connaître quels sont mes risques, comment ils peuvent se manifester dans mon organisation. Et donc pour ça, il faut avoir cette vision et cette analyse de risque par la mise en place de scénarios. Mais en tout cas, c'est le point de départ pour construire un bon dispositif de prévention. Et ce qu'on peut constater, c'est que ce n'est pas le cas. C'est que c'est vraiment monté à l'envers. Et enfin, sur la partie communication et sanctions, c'est-à-dire que
les entreprises, comme on en revient au premier slide que je présentais, mais généralement la fraude c'est tabou, c'est pas un sujet sur lequel on aime communiquer. Encore il n'y a pas longtemps, je fais des formations en ce moment sur la fraude dans différents organismes. On voit que c'est un sujet que les gens n'aiment pas. Quand on leur pose des questions, ils vont pas forcément. Voilà ce que je disais en introduction. Il y a quelqu'un qui vient témoigner sur des cas de fraude, mais c'est très rare parce qu'on n'aime pas montrer que on a pu être victime ou d'un cas de fraude. Pourtant, la communication et la sanction, finalement, ce sont les deux meilleurs éléments en termes de prévention. C'est-à-dire que communiquer, ça permet de capitaliser ensuite dans l'entreprise pour savoir si ça s'est passé, pourquoi, quelle analyse je dois en faire, qu'est-ce que je vais pouvoir améliorer dans mon dispositif. Si ça s'est passé quand on est dans une grosse structure, si ça s'est passé dans un service, ça peut peut-être se passer aussi ailleurs. Donc cette partie de capitalisation, elle est importante. Et ensuite, en termes de sanctions, on voit que dans l'enquête, les personnes qu'on a interrogées, il y a un tiers des entreprises qui déclarent finalement ne rien faire une fois qu'elles ont détecté un cas de fraude. Mais là, c'est pareil, c'est inciter les entreprises à déposer plainte, en tout cas à mettre en œuvre ces sanctions, que ce soit quand c'est de la fraude, que ce soit en fraude externe ou en fraude interne. Mais c'est-à-dire, c'est aller au bout pour aussi avoir un effet dissuasif vis-à-vis de la fraude externe, mais aussi de la fraude interne. Parce que ça, ce sont des éléments, et ça fait partie, en tout cas, pour moi, je pense, des éléments clés en termes de dispositifs et de prévention de lutte contre la fraude. Merci beaucoup, Patricia. Alors justement, on va aborder un cas concret avec Pierre-Yves Wenzen de la société Stormshield qui, lui, ose témoigner, je pense que c'est important, de ce qui s'est passé dans son entreprise. Oui, tout à fait. Bonjour à toutes et à tous. Merci. Oui, j'ose témoigner. Je vais vous raconter une histoire. Bon, je peux dire une belle histoire, parce que généralement, les belles histoires se finissent bien à la fin. Pour illustrer ce qui s'est passé chez nous, l'histoire remonte à juillet 2013. Donc il faut réaliser que ça remonte à 3 ans. Il y a 3 ans, on ne parlait pas des problématiques de fraude au président comme on en parle aujourd'hui. Moi-même, qui suis pourtant un peu sensibilisé à ces choses-là, et notamment en évoluant dans une société qui fait des produits de sécurité informatique, c'est vrai que je n'étais pas très à l'écoute de ces choses-là. En fait, donc, la chose se passe au mois de juillet 2013, à l'époque où la société avait été cédée à un groupe français qui fait des avions. Et au moment donc, où il y avait un nouveau président dans la société qui avait été nommé 1 mois auparavant. Cas assez classique aujourd'hui, on s'aperçoit que souvent les fraudes interviennent à l'occasion de changements d'organigramme, de modifications juridiques dans l'entreprise, au moment des périodes de congé, ainsi de suite. Et nous, c'était effectivement donc juillet, début de période de congé, et un nouveau président. Une personne de l'équipe comptable qui avait capacité à l'époque de pouvoir opérer des virements seul, reçoit un mail de l'adresse mail personnelle du président de la société à l'époque. Voilà, François X avec son adresse. Vous voyez la retranscription du mail qu'elle a reçu. Donc elle s'appelle Anne, elle reçoit un mail tout à fait classique avec une petite formule de politesse. J'espère que vous allez bien. Et François lui explique dans ce mail qu'il y a une opération de croissance externe qui est menée en Asie et que dans ce cadre-là, il va falloir réaliser dès aujourd'hui un virement de 300 000 € en dépôt de garantie vers une banque asiatique. C'est une opération très importante et très confidentielle parce qu'il s'agit d'une entreprise cotée, évidemment. Et donc François lui explique qu'il s'adresse à elle et uniquement qu'à elle et il ne faut pas qu'elle en parle. C'est extrêmement confidentiel. Il faut vraiment qu'elle fasse l'opération aujourd'hui et qu'elle n'en parle pas à Pierre-Yves. Pierre-Yves, c'est moi. Et qu'elle va recevoir dans la matinée un mail de notre cabinet d'avocats avec un nom anglo-saxon très ronflant qui lui indiquera les éléments nécessaires pour pouvoir opérer le virement. Voilà, et le mail se termine ainsi. Anne, à ce moment-là, se dit « J'ai reçu un mail du nouveau président, François. » Bon, bizarre. Elle ne fait rien. Évidemment, elle n'en parle pas. Elle est sous la confidentialité. Elle n'en parle pas. Elle se dit, je verrai bien ce qui va arriver par la suite. Et 1 heure après, effectivement, elle reçoit un second mail du cabinet d'avocats très prestigieux en question. « Bonjour, mademoiselle. » Donc, c'est le mail que vous voyez apparaître. Et le cabinet lui explique qu'elle a dû recevoir un mail de François qui lui a parlé de l'opération pour laquelle le cabinet intervient.
Et comme convenu, elle trouve 6 juin les coordonnées bancaires sur une banque asiatique pour pouvoir effectuer ce virement de 300 000 euros. L'avocat rappelle que l'opération est très confidentielle et qu'il faut qu'elle n'en parle à personne, mais que vraiment on compte sur elle pour faire l'opération aujourd'hui, faute de quoi l'opération risque de capoter et ça pourrait être très très fâcheux. Et donc on lui demande de faire l'opération et une fois que l'opération est faite, de confirmer par retour de mail. Fin du mail. Et là, à ce moment-là, Anne n'en parle toujours à personne, mais se dit, bon sang, j'ai quand même reçu un mail de François. Effectivement, derrière, j'ai bien reçu le mail du cabinet d'avocats avec les éléments. Et pendant 5-10 minutes, elle est un peu dans l'expectative. Elle n'en parle pas à ses collègues. Ils sont dans un open space. Elle n'en parle pas à ses collègues. Et elle ne sait pas quoi faire. Elle est un peu désemparée. Elle hésite de le faire ou pas. Et puis elle se dit, c'est quand même étrange qu'on me demande de ne pas en parler à Pierre-Yves, alors que StormShield, bon, c'est une société c'est une PME. On est 250. J'ai une dizaine de personnes dans mon équipe. Et dans ma position, les gens savent que je suis un peu au courant généralement de tout ce qui se fait sur les aspects financiers. Donc elle hésite et puis elle se dirige vers mon bureau. Elle vient taper à la porte de mon bureau. Pierre-Yves, est-ce que je peux vous voir? Je dis bah ouais. Donc elle referme la porte derrière. Et là, c'est vrai que je me dis bon, elle va m'annoncer une démission ou autre chose ou un événement heureux. Je me dis ça, mais ça fait rire, mais on m'a traité de sexisme en disant que voilà, il m'a traversé l'esprit. Elle était en couple, c'est une jeune femme, et il m'a traversé l'esprit qu'elle pouvait m'annoncer qu'elle soit enceinte, ce qui aurait été une très bonne nouvelle. C'est vrai, ça m'a traversé l'esprit, donc je le dis, voilà. Et elle me dit, ben voilà, je viens vous voir parce que j'ai reçu un mail de François. Donc, elle me dit pas, j'ai reçu un mail de quelqu'un, elle me dit, j'ai reçu un mail de François. Oui, pardon, elle me dit auparavant, oui, il faut que je vous dise quelque chose, mais il ne faut pas le répéter, vous ne me dites pas que je vous en ai parlé. Je dis, ok, tu peux me le dire, je n'en parlerai pas. Et elle me dit, voilà, j'ai reçu un mail de François qui me demande de faire un mail de 300 000 euros, un virement, pardon, de 300 000 euros. Voilà, elle m'explique la chose. Et surtout, François me dit de ne pas vous en parler. Et j'ai trouvé ça quand même étrange, donc je vous en parle. Ce à quoi je lui dis, c'est une bonne idée de m'en parler, montre-moi ce mail. Elle me montre ce mail. J'ai assez vite compris que c'était pas plausible. Le mail était bien rédigé, mais le mode opératoire n'était pas du tout adapté. Et très rapidement, je lui dis, tu as bien fait de venir me voir. C'est une tentative de fraude. Et évidemment, on n'est pas allé plus loin. On n'a pas porté plainte. Parce que voilà, une fois encore, c'était il y a 3 ans et je pense qu'on n'était pas peut-être au fait de ces choses-là. Mais en tout cas, on s'est dit pourquoi avons-nous été visés? On a une PME de province à Lyon. Enfin, pourquoi avons-nous été visés? Ça, c'est un mystère. Je ne le saurai jamais. Peut-être ce changement d'organigramme, effectivement. Toujours est-il que donc on a mis des choses en place. Évidemment, on a communiqué largement au sein de la société, et pas simplement au niveau de l'équipe comptable. On a communiqué largement pour expliquer ce qui pouvait arriver et que des choses similaires pouvaient peut-être aussi arriver sous d'autres formes dans d'autres services, peut-être au niveau du service RH avec des fausses candidatures, tout un tas de choses étranges. Et puis surtout, on a beaucoup sensibilisé. Je les abreuve depuis toujours maintenant de tous les articles de presse que l'on voit apparaître en la matière. Je les ai envoyés en formation sur le sujet. Et puis évidemment, on a mis des process en place pour pouvoir changer la façon dont on opérait nos virements. C'est-à-dire qu'on a mis des systèmes avec une double authentification, avec des allers-retours de mots de passe dans tous les sens, ce qui est parfois un peu contraignant. D'ailleurs, je suis moi-même souvent le premier à râler parce qu'il faut avoir son petit truc, envoyer un mot de passe, ça nous renvoie un mot de passe, il faut le retaper. Mais en tout cas, voilà, on a mis cette double authentification pour opérer nos virements. Toujours est-il qu'on a eu 2 autres tentatives par la suite, dont une encore la semaine dernière, voilà, je vous en parlais, en anglais cette fois, donc je me suis aussi aperçu que c'était bidon, puisque même si on pratique pas mal l'anglais dans le logiciel, en tout cas entre nous et entre Français, on s'écrit en français. Donc je me suis aperçu que c'était bidon. Et ce qu'on voit, ce qui est important dans cette affaire, c'est que tout repose sur l'humain. C'est-à-dire que Anne, à ce moment-là, elle a hésité quelques secondes. Elle aurait pu basculer du mauvais côté et opérer le virement. Elle ne l'a pas fait, donc vraiment ça a joué à une dizaine de secondes. Elle a bien réagi et on voit à quel point ça ne repose que sur l'humain, parce que même aujourd'hui où nous avons nos systèmes de double authentification pour opérer les virements, en fait le second validateur ou validant, je ne sais pas comment on dit, très souvent il se dit que le premier a fait le travail, il plug sa clé USB, il appuie sur le bouton, il le fait.
Donc c'est pour ça que généralement, je fais en sorte d'être le deuxième validateur et que le premier soit une personne dans l'équipe comptable, voilà, qui va valider le premier virement, sachant que ce n'est pas cette personne non plus qui va saisir le virement, et ce n'est pas non plus cette personne qui va agir sur les RIB dans les comptes fournisseurs. Donc on a essayé vraiment de faire une ségrégation des fonctions pour limiter au maximum les risques. Et je fais en sorte que le président de la société ne soit pas celui qui valide, parce que je sais qu'il va valider sans trop regarder les RIB, sans regarder s'il y a bien le petit FR avant, parce que c'est ce que je regarde en premier, c'est ce qui me sécurise un peu plus. Lorsque c'est sur des banques asiatiques, je fais attention. Donc voilà, donc l'histoire est belle parce qu'elle s'est bien terminée à la fin, mais on voit que ça a tenu à pas grand-chose et que ça ne repose vraiment que sur l'humain et que sur le bon sens et que sur la vigilance. Et le fait qu'on a eu encore 2 autres tentatives derrière, alors que on a une PME lambda parmi les dizaines de milliers qu'il existe en France, ça montre que personne n'est à l'abri. Et un autre aspect, c'est la confiance aussi. Exactement, c'est la confiance. Dans notre métier, elle est indispensable. Elle est indispensable. Oui, c'est la confiance et la vigilance, ça repose sur ça. Donc les process, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant malheureusement. Parce que Anne a osé venir dans votre bureau, taper et dire voilà. Oui, exactement. Elle a osé, et parce qu'on est peut-être dans une petite organisation. On est filiale aujourd'hui, je vous parlais d'un groupe voilà, qui fait des avions, donc c'est le groupe Airbus. Airbus, comme tous les groupes, a subi également des tentatives. Et ce qui se passe souvent, c'est que les gens n'osent pas remonter vers le N+1, vers le N+2, vers N+3 de l'organisation. Donc il faut vraiment développer ce que les Anglais appellent, enfin, les anglo-saxons appellent le speak-up, c'est-à-dire faire en sorte que les gens n'aient pas peur d'aller interpeller le N+3, le N+4, même le DG de la division s'il faut. Et c'est ce qui est aussi développé au sein du groupe. C'est ce qui permet de déjouer des tentatives, parce que je vous assure, il y en a tous les jours. C'est impressionnant, ça n'arrête pas. Briser cet isolement de la personne dans laquelle ils essayent de la mettre. Exactement, briser l'isolement et faire en sorte de mettre en confiance les personnes, leur dire voilà, qu'elle n'ait pas peur d'aller taper aux portes, et qu'il vaut mieux qu'elle fasse une bêtise, qu'elle ne respecte pas un ordre, parce que quelquefois il peut y avoir une vraie opération confidentielle. Il vaut mieux qu'elle ne respecte pas un ordre, mais effectivement qu'elle vérifie la provenance des informations. Merci beaucoup pour ce témoignage. Alors on va continuer avec Valérie Durand du PMU, justement là pour voir un peu les procédures qui ont été mises en place au sein de l'organisation. Oui. Alors nous, c'est vrai que la première fraude qu'on a subie, finalement, elle datait de 2011-2012 et c'était de la fraude online carte bancaire. Où on n'était pas habitué et on a fait face à une bande organisée qui nous a mis une belle ardoise à cette époque, puisqu'on n'avait pas mis de 3DS en fait à ce moment-là. Mais effectivement, force est de constater que depuis 4-5 ans, les tentatives de fraude sont fréquentes. Et derrière, ça nous a obligés effectivement à renforcer un peu nos règles et puis nos bonnes pratiques. Je dirais pas procédure, mais plus des bonnes pratiques parce que c'est plus le cas. Donc sur la fraude externe, on a eu aussi des tentatives d'appel de faux présidents. J'en ai eu 2 directement pour ma part, avec toujours cette pression un peu psychologique d'essayer d'enfermer la personne dans un isolement, avec une espèce de pression pour essayer de lui faire faire un virement. Typiquement, c'était ce cas-là. Et puis, ils sont très bien renseignés, parce que moi, ils m'ont appelé sur mon téléphone pro. Ils connaissaient le nom du PDG, ils connaissaient le nom du directeur financier, etc. Donc, c'est vrai qu'ils sont très bien renseignés. Donc la consigne et les bonnes pratiques, c'est tout ce qui est hors process habituel n'est pas normal. C'est le maître mot. C'est anormal. Et donc la consigne, c'est dès qu'il y a quelque chose qui sort des process habituels, vous devez ne pas vous isoler, vous devez en parler de communication, vous devez effectivement en discuter à plusieurs et valider auprès de nous, auprès de plus haut si nécessaire, avant de réaliser l'opération quand elle nous est demandée. On a aussi reçu des faux mails internes avec la photo de notre président, l'adresse PMU. Enfin, vraiment, on avait vraiment l'impression que ça venait de l'interne.
Là, encore une fois, ce n'est pas normal, c'est hors procédure standard. Donc voilà, jusqu'à maintenant, on a réussi à ce que les opérations se finissent bien, mais en tout cas, c'est assez fréquent. On a aussi des faux mails de banques et de fournisseurs aussi. Je sais pas, au moment des tests, je sais pas, pour envoyer des fichiers de tests, je pense qu'on les a tous eus. Des fournisseurs pour des changements de RIB, j'en ai encore eu un cet après-midi, soi-disant, qui avait mandaté une société d'affacturage. Le process, c'est qu'on ne fait rien sans avoir repris contact avec notre correspondant habituel et de faire vérifier préalablement, avant toute réalisation de changement de ligne, de changement de coordonnées, de modification, avant toute vérification auprès de notre correspondant habituel. Tant qu'on n'a pas la confirmation, on ne réalise pas l'opération. Alors c'est vrai que certaines banques, des fois, nous demandent de changer des lignes IBIX, mais il n'y a pas de signature, il n'y a rien, il y a leur logo, mais c'est signé par quelqu'un qu'on ne connaît pas. C'est vrai que moi je suis très méfiante aussi là-dessus, et c'est vrai que la consigne, c'est vraiment de vérifier systématiquement auprès de notre correspondant habituel, et après appliquer si vraiment on a confirmation que ça vient bien de leur part. Idem pour nos fournisseurs, puisque les faux changements de RIB, les fausses factures, ça arrive régulièrement. On a eu aussi des cas d'appel de notre président, soi-disant, auprès de notre banque. Pareil, là aussi, on a rappelé les interlocuteurs habituels auprès de nos équipes, auprès des équipes bancaires. On est multibancaire, donc ça tourne aussi à leur niveau. Donc il y a souvent un rappel de qui est habilité à ordonnancer des instructions. Et voilà, on a déjà eu une banque qui nous a appelé en disant « Votre président qui m'a appelé pour un virement, c'est bizarre. » Effectivement, ce n'était pas le cas. Donc voilà. Et puis, donc ça passe aussi par une limitation des nombres de personnes habilitées à pouvoir passer des instructions. Donc on est sur un nombre limité, puis avec des pouvoirs spécifiques en fonction des comptes. Ça complexifie un peu le sujet. C'est pas toujours simple au quotidien dans l'opérationnel, mais au moins ça met en place quand même des points de vigilance complémentaires au niveau des banques aussi, et puis en interne également. Après, il y a tous les... Donc ça, c'est vraiment de la fraude externe. C'est quand même nous, ces dernières années, c'est vraiment là où on a le plus d'attaques. On a aussi des risques de fraude interne, bien évidemment. Vous le citiez tout à l'heure. Là, c'est pareil. C'est des règles de signature simples, doubles, en fonction de seuil, en fonction de compte qu'on a mis en place. C'est aussi tout simplement ne pas toujours laisser la même personne faire la trésorerie. Renouveler, changer les équipes, travailler en binôme, trinôme, pour que ce soit pas toujours la même personne qui fasse la trésorerie. C'est aussi une sécurité. Plusieurs contrôles humains, les uns derrière les autres. Avoir un rapprochement bancaire efficace aussi, parce que ça fait partie aussi de la règle. Et puis, c'est aussi automatiser des process pour éviter trop de manuels à côté. Donc la lutte contre la fraude, c'est une lutte quotidienne, je vous rejoins. C'est un combat sans fin et les fraudeurs sont assez inventifs sur le sujet. Mais effectivement, pour moi, le maître mot de cette lutte, c'est vraiment la communication, l'humain. Et puis, effectivement, toutes les bonnes pratiques qu'on rappelle régulièrement, pareil, beaucoup de communication sur les cas qui sont faits dans l'entreprise ou les tentatives, en tout cas dans l'entreprise, et puis des cas qui ont été effectués dans d'autres entreprises pour rappeler. Voilà. Donc c'est plus des bonnes pratiques au quotidien. Oui, juste une petite chose que j'ai vue très récemment, également des fausses circularisations de lettres de commissaires aux comptes. Vous savez, pour ceux qui connaissent un peu ça, les commissaires aux comptes envoient chez les clients, chez vos clients, vos fournisseurs, des lettres pour avoir des confirmations des positions de compte en fin de période de clôture avec les numéros de facture, le libellé le numéro, la date, le montant. Donc se font passer pour les cabinets d'audit. Vos confrères de KPMG ont vécu ça. Et donc c'est absolument bidon. C'est juste pour intercepter les mouvements et pour pouvoir ensuite s'adresser à vous en faisant modifier les RIB. Donc vraiment, les gens, on voit à quel point la fraude est professionnelle aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils connaissent même les process d'audit. C'est impressionnant. Et ils peuvent récupérer les signatures de nos directeurs sur les rapports d'activité, sur les... Voilà, donc ils peuvent vraiment être très inventifs.
Merci beaucoup pour ces 2 témoignages. Alors, on va continuer avec Isabelle Catus sur l'éthique, justement, l'humain et la mise en place de chartes éthiques et quelle influence ça a dans l'organisation. Oui, bonsoir à tous. Alors, comme vous le voyez, moi je remonte un peu sur les impacts de la fraude et on s'aperçoit en fait sur le schéma que vous voyez à l'écran que le plus gros impact, il est sur le moral des salariés. Le reste, bon, je dis pas que c'est des cacahuètes, mais c'est vraiment là en fait qu'on a le plus d'impact. En termes social et humain, l'impact de la fraude peut être énorme et gravissime. En termes social déjà, généralement, le fraudeur est licencié, donc il perd son emploi. Néanmoins, ses collègues peuvent le perdre aussi, puisqu'il y a des entreprises qui ne se remettent pas d'une fraude et qui sont obligées de cesser leur activité. Et donc, c'est des dizaines et des dizaines de personnes en plus chez Pôle emploi. Ensuite, il y a un autre souci qui est que le fraudeur ou la victime voit sa responsabilité engagée. Et là, c'est sa propre santé qui va être menacée. Dans les cas de fraude de type arnaque au président, les conséquences en fait sur la victime, c'est des dépressions. On a même vu des suicides, cas beaucoup plus graves. Et on parle systématiquement, je pense que Valérie ne me contredira pas, de personnes victimes de ce type de fraude qui sont complètement ravagées moralement, pleines de honte, de culpabilité, en disant mais comment c'est possible, comment j'ai pu me faire avoir, etc. etc. Alors, je voudrais faire un point d'arrêt sur la responsabilité parce que c'est quand même quelque chose de très important. Au sens légal du terme, une victime de fraude, on ne va pas chercher sa responsabilité. On va plutôt chercher la responsabilité de l'entreprise, de la personne morale, parce qu'elle a les moyens en fait de payer ce que le salarié lambda n'a pas obligatoirement. Par contre, aux yeux de l'entreprise et des dirigeants de l'entreprise, la victime d'une fraude au président est considérée comme responsable. Dans les cas de braquage ou de vol à main armée, il n'y a pas de souci pour avoir un statut de victime. Dans ce cas où on s'est fait manipuler en fait par des experts en fait, voilà, c'est très difficile de se voir reconnaître un réel statut de victime. Alors, je ne sais pas, certains d'entre vous ont peut-être vécu des cas de fraude au président ou du même type. Ce qu'on constate, en fait, c'est que les choses vont très, 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 très vite. Une attaque au téléphone, ça dure 3 minutes, parce que le gros du travail a été fait avant. On se retrouve tout seul, face à des experts en psychologie, en manipulation, etc. Et on est vraiment enfermé dans un tunnel avec un isolement total et la pression sur c'est confidentiel, c'est très urgent, je vous fais totale confiance, etc., etc. Donc la victime en fait de ce type de fraude se retrouve en fait dans l'obligation de faire et complètement isolé, parce que le gros du travail est là, c'est-à-dire qu'on va chercher à isoler la personne le plus possible pour qu'elle ne parle pas. Et ça va à tel point que j'ai un exemple en tête où la personne en question était à 10 pas du bureau du président que soi-disant elle avait au téléphone. Elle n'a même pas osé aller lui parler. Et donc, c'est des millions qui sont partis de façon frauduleuse. Alors, est-ce que code éthique, charte éthique, code de bonne conduite est une solution ? Personnellement, je pense que oui. Et puis, je suis appuyée en ça par un certain nombre d'études. Alors, vous noterez quand même en passant que comme Grant Thornton était là, je ne cite que les statistiques de leurs confrères, mais néanmoins concurrents. Donc il y a une étude d'Ernst & Young qui a été faite auprès des salariés européens
Et on s'aperçoit en fait que 80% près de 90% des salariés souhaitent qu'il y ait la mise en place d'un code éthique. 70% vont considérer que c'est un moyen très efficace en fait de lutter contre la fraude. Et quand ce code éthique ou cette charte éthique est connecté à un système d'alerte, hotline éthique, dispositif d'alerte, on appelle ça comme on veut, on se rend compte que ça permet de détecter 25% des fraudes. Alors ça, c'est les statistiques globales européennes. Maintenant, quand on regarde en fait ce qui se passe en France, on s'aperçoit que c'est pas tout à fait les mêmes chiffres et que seuls 55% les salariés français voient dans le code éthique un bon moyen de prévenir la fraude et de les aider en fait dans la prévention. Alors on pourrait discourir très longtemps sur l'exception française, comme on dit. Je préfère en fait qu'on voit en fait quelles sont les causes en fait de ce chiffre-là. Alors pour moi, il y a une première raison, c'est que elle est à trouver dans l'origine des chartes éthiques ou des codes de bonne conduite en France. Généralement, c'est des choses qui ont été mises en place sous une pression commerciale, c'est-à-dire que pour signer un contrat, il fallait soit accepter la charte éthique du partenaire commercial, soit faire la sienne. Et généralement, on préfère signer ce qu'on a produit plutôt que ce que nous propose notre partenaire commercial. Donc, on a vu naître tout un tas de chartes éthiques. Et là, je dirais, il y a tout et n'importe quoi. Il y a des chartes d'éthique qui font 5 pages. Il y en a qui font 50, qui sont non digérables quand on arrive à la fin de la lecture. Donc, il y a un souci, en fait, sur le contenu effectif. Deuxième souci, on en revient toujours à la communication, c'est-à-dire que oui, on a une charte éthique, mais c'est pas relayé par de la formation, de la communication, et on va même pas jusqu'à s'assurer que l'ensemble des salariés de l'entreprise l'a lu. C'est-à-dire que globalement, on ne demande pas en fait qu'il y ait une signature attestant de la lecture du document. Et troisième souci, c'est un manque d'information quant aux droits ou aux devoirs, je ne sais pas ce qu'il faut dire exactement, d'alerte. C'est-à-dire qu'on ne sait pas comment exercer ce droit, on ne sait pas quels sont les relais pour justement aller poser une question quand on est dans une situation qui nous semble louche, mais bon, on n'en est pas sûr, voilà. Et surtout, on ne sait pas ce qu'on risque à aller limite dénoncer un comportement frauduleux ou oser dire que là on est gêné. Donc voilà. Donc pour moi, la charte éthique est un bon moyen de lutter contre la fraude et surtout aussi de lutter contre l'isolement des salariés face à des situations inhabituelles et ou inconfortables. Mais pour ça, il faut qu'il y ait un certain contenu. Donc oui, qu'on rappelle les valeurs de l'entreprise, qu'on remette les règles générales, ça c'est évident. Mais il faut aussi en fait qu'on parle des comportements qu'on attend, des comportements qui sont sanctionnés, de la façon dont on traite en fait les dérives par rapport aux comportements qu'on peut attendre. Et puis, il faut qu'il y ait une information détaillée sur les relais à la disposition de n'importe quel salarié pour se rassurer en fait et l'aider à prendre une décision dans des situations inconfortables. Donc ces relais, c'est quoi? C'est le management, bien sûr. Et puis, la CNIL ayant sorti la fiche technique, on a le droit de faire ça en France, c'est mettre en place une hotline éthique, je dirais, ce qui a l'avantage en fait de préserver l'anonymat des personnes. Alors, ça suffit pas, ça c'est pour le contenu.
Il faut aussi relayer ce qui a été écrit, c'est-à-dire que la charte ou le code de bonne conduite doit être présenté à tout nouvel embauché, elle doit être signée. Il faut former les gens en décortiquant les mécanismes de fraude, expliquant bien quelles sont les règles de contrôle et autres qui sont dans l'entreprise. Comment est organisée la lutte antifraude dans l'entreprise, quels sont les traitements qui ont été faits des fraudes qui se sont produits. Et puis ne pas hésiter à faire des rappels de communication. S'il y a un cas de fraude, communiquer là-dessus, communiquer sur les changements de process ou de procédure que le traitement de ce cas de fraude va impliquer. Vraiment, un maître mot, c'est communiquer, communiquer, communiquer. Mais tout ça, un bon contenu, une bonne communication, une bonne formation, ça ne suffit pas. Et ça sera que coup d'épée dans l'eau si, à côté de ça, il n'y a pas l'exemplarité. C'est au management, à la direction de l'entreprise, d'être exemplaire par rapport à ça, de montrer l'exemple à tout moment, parce que sinon, c'est trop facile de dire « Ah oui, non mais moi, c'est rien, c'est pas grave, regarde ce qu'ils font eux, etc. etc. » Donc, exemplarité et communication. Alors pour conclure en fait sur les chartes éthiques et en faisant un clin d'œil aux gens de ma génération, je dirais qu'avoir une bonne charte éthique et bien communiquer autour, c'est le double effet qui se coule. D'abord, ça permet en fait de prévenir la fraude, dissuader les fraudeurs en interne notamment, et de la détecter et donc de pouvoir améliorer son système de lutte contre la fraude et de rentrer dans un système d'amélioration continue. Voilà. Deuxième chose, et qui est aussi très très importante, c'est que ça permet de créer des relais et de lutter contre l'isolement des victimes, notamment de fraude externe. Merci Isabelle. Bon, on revient à la communication, à la formation, à la confiance. Hein. C'est un peu ce qui a été évoqué depuis le début. Bon, et puis j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient de notre génération, ils ont compris le double effet qui se coule. Alors François, il va falloir que tu nous fasses rêver quand même sur la fin. Comment on arrive à l'enchantement alors qu'on a promis depuis le début, depuis tout à l'heure ? Eh bien, avant d'entamer ce sujet sur lequel je crois tout le monde m'attend, avec beaucoup d'impatience. Je voulais dire deux choses. D'abord, rappeler à l'assistance un livre extraordinaire qui s'appelle « Au revoir là-haut » de Pierre Lemaitre, qui a reçu le prix Goncourt et qui décrit magnifiquement l'histoire d'une arnaque qui se déroule après la guerre de 14-18, l'arnaque au monument aux morts. Et je vous invite vraiment à le lire parce qu'il y a presque tous les ingrédients de ce qu'on a pu exposer à l'instant et pourtant ça se passe longtemps au siècle dernier. Deuxième chose que je voudrais dire, c'est que oui, moi j'ai connu l'effet qui se coule et j'ai commencé ma carrière dans une société américaine qui s'appelle IBM et c'était en 1987. La première chose qu'on m'a demandé de faire quand je suis rentré chez IBM, c'était de signer la règle de conduite dans les affaires. Donc d'ores et déjà, à l'époque, on nous remettait un petit bouquin et il y avait intérêt à l'avoir lu parce qu'il y avait un terreau. Hein. Donc c'est vraiment pour dire que ces éléments-là qu'on est en train d'exposer aujourd'hui, c'est pas nouveau, ça a souvent existé et finalement prendre les choses dès le départ, au moment où les gens intègrent l'entreprise, pour finalement porter les valeurs et les faire approuver, c'est le premier pas indispensable hein, pour lutter contre cette cybercriminalité. Donc j'en viens maintenant au propos sur lequel on va s'exprimer. Donc aujourd'hui, la cybersécurité, c'est d'abord une question de protection de ce que l'entreprise a de plus précieux, c'est-à-dire l'humain. C'est-à-dire que finalement, l'argent, les actifs, etc., à tout moment, il y a de l'humain.
il y a de l'humain dans le cas qu'on a expliqué de la victime de la fraude, il y a de l'humain qui est le fraudeur et de son comportement, il y a de l'humain dans l'exemplarité. Et puis, là où j'interviens maintenant, c'est aussi le client. C'est-à-dire que l'entreprise, elle existe dans un écosystème. Et donc, face à ces risques de sécurité, il est extrêmement important que le client soit convaincu de l'exemplarité aussi de son fournisseur et que ses données sont protégées et que c'est pas à lui qu'on va voler son argent. Donc le premier élément sur lequel je voudrais... Non, bon, tant pis. Ah oui, j'ai fait des enchaînements. Hein. Alors, bon, donc le premier élément sur lequel je voudrais vous parler, c'est la confiance. Donc la confiance, elle repose sur plusieurs piliers. Vas-y. Voilà. Il y a les clients. Il y a les partenaires, il y a les fournisseurs. Donc il y a tout un écosystème de confiance qui se crée, parfois lien direct entre le client et l'entreprise, parfois via des intermédiaires qui sont des partenaires. Et puis il y a aussi tout le comportement que l'entreprise peut avoir vis-à-vis de ses fournisseurs. Et donc voilà, le premier point de confiance dans cet écosystème, c'est de s'afficher, c'est d'afficher le visible. Donc la façon d'enchanter, c'est aussi une façon de réassurer. On crée la confiance parce que on donne des indications que cette confiance, elle est concrète. Donc c'est d'abord l'application des bonnes pratiques, donc des choses sur lesquelles les gens vont se reconnaître, hein, ils auront l'habitude, ils ne seront pas surpris, hein, ce ne sera pas anormal, ce sera dans les procédures, des trucs qu'ils connaissent déjà. Il y a les engagements de l'entreprise qu'elle prend vis-à-vis de ses clients. Par exemple, lorsque on propose des moyens de paiement un peu innovants à ses clients, il est assez important que le client soit totalement convaincu que les données bancaires qu'il a confiées à son fournisseur ne vont pas être dévoyées ou piratées, comme on en entend assez souvent, et servir ensuite le plumet. Hein. Et ce ne sera pas le fournisseur. Et puis, il y a la partie organisationnelle. Cette organisation, elle doit être limpide. Il doit être très très clair pour le client, pour l'inscrire dans un climat de confiance, que l'entreprise fonctionne sérieusement avec des gens qui sont responsables de ce qu'ils font, peu importe si c'est une hiérarchie très pyramidale ou si au contraire, si c'est un râteau étendu. En tout cas, l'organisation, elle doit être très très claire. Et ça veut dire aussi savoir, en cas d'anomalie, s'il y a quelque chose qui ne va pas, comment je peux le faire savoir. Et donc tout ça, c'est des éléments objectifs, et je vais vous donner quelques exemples dans un instant. Et puis, il y a derrière, comme le canard, vous avez déjà vu cette image-là, hein, le canard, il est calme en surface, hein, tout va bien. Puis à l'intérieur, sous l'eau, là, on voit les pattes qui pédalent. Donc, dans l'invisible, l'entreprise, elle a aussi des responsabilités de scoring, de s'assurer lorsqu'il se passe quelque chose, est-ce que ça rentre dans des critères de risque ou pas, hein, d'alerte, hein, on l'a dit, typiquement, quelqu'un qui se retrouve seul à devoir décider d'un virement à 300 000 euros sans rien dire à personne, c'est carrément louche. Donc, je vais y revenir, mais heureusement, ta collaboratrice a eu le bon réflexe de venir frapper à ta porte, mais normalement, ce genre de situation, il doit être parfaitement clair dans l'entreprise que ça n'arrive pas, parce que c'est juste pas possible. Mais ça, c'est un combat de tous les accents. Il y a aussi les protections, la crypto, le digital, etc. Donc là, j'ai mis le signe du yin et du yang, hein, parce que finalement, tout ça est question d'équilibre. Mais je vais vous donner quelques exemples quand même. Le premier, puisqu'on a dit qu'on parlait un peu de paiement, le premier, c'est le paiement sans contact. Vous savez que la plupart des cartes bancaires aujourd'hui sont équipées d'une fonctionnalité qui n'est pas si nouvelle que ça. Hein, c'est le paiement sans contact qui vous permet jusqu'à 20 € de poser votre carte sur un terminal et de pouvoir payer sans hésiter code. Donc là, typiquement, on pourrait se dire, il y a risque. Hein, mais le risque, en l'occurrence, n'est pas nul, mais le risque, il est quand même extrêmement bien maîtrisé. Il est à la fois maîtrisé du côté bancaire, hein, donc ça veut dire que vous, individu personnel, si vous êtes fraudé
sur un paiement sans contact, c'est la banque qui est responsable, donc c'est l'émetteur qui devra vous rembourser. Il y a des sécurités sur la carte, donc le nombre de paiements sans contact, il est suivi. Le cumul des dépenses de paiement sans contact, il est également suivi, donc ça veut dire que le risque, il est capé. Donc face à une ouverture qui va vers une simplicité, fluidification du paiement, on a en face un certain nombre de garde-fous qui ont été pris en compte pour pouvoir assurer cette sécurité. Mon point ici, c'est de dire que c'est bien une question d'équilibre. C'est par rapport au risque sur lequel vous voulez vous protéger, eh bien, vous mettez un certain type de barrière. Parce que si vous agissez pas comme ça, vous risquez de faire des barrières tellement hautes que là, vous n'avez plus d'enchantement du tout. Vous avez un client qui est lassé, qui en a marre. Bon, je ne citerai pas le nom de la banque, mais moi, j'ai quitté une banque qui me demandait de telles contraintes pour faire des virements avec mon téléphone et des codes et 4 mots de passe à rentrer, etc. Je les oubliais tout le temps et ça m'a énervé. Donc, alors, ils avaient sûrement vachement raison de le faire. Ils étaient plus vertueux que les vertueux. N'empêche que, moi, client, ça m'a énervé. Donc, adapter la riposte. Et puis, ce que je voudrais dire aussi par rapport à ce climat de confiance, je voudrais vous citer 2 entreprises qui me paraissent vraiment exemplaires dans leur façon de traiter la confiance. La première, c'est Airbnb. Airbnb, c'est quand même assez phénoménal. Voilà une entreprise qui a seulement quelques années d'existence. Et pourtant, vous avez des millions de gens qui n'hésitent pas, finalement, à confier leurs clés d'appartements, là où ils habitent, à des gens dont ils n'ont jamais entendu parler. Comment ça peut arriver, ça? Parce que vous avez finalement le tiers de confiance Airbnb qui va garantir, finalement, il a réussi à créer une marque de confiance mondiale. Comme quoi, lorsque vous, en tant que client, vous avez besoin de louer quelque chose, vous allez pouvoir lui confier vos données bancaires, finalement, pour acheter un service. Je loue pendant quelques jours. Et vous allez le faire parce que vous avez la garantie que si ce service n'est pas rendu, votre argent ne sera pas débité. Et réciproquement, celui qui va louer son appartement, il a le même niveau de garantie, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le service est rendu et où il n'y a pas d'incident, eh bien, il a la garantie d'une part qu'il va être payé, et d'autre part que s'il y a incident, eh bien, il y a en effet quelqu'un entre les deux qui va pouvoir attaquer le fraudeur, mais aussi prendre en compte son préjudice. Bon, je voulais vous parler d'Uber aussi, mais comme on n'a pas beaucoup de temps, mais Uber, c'est un peu la même chose. Voilà, tout ça, c'est les modèles de disruption. On parle d'ubérisation. Donc, c'est quelque chose qu'il faut regarder de très très près. Aujourd'hui, dans le rapport au paiement, on est en train d'évoluer d'une situation où on vient, on paye, on s'en va avec le produit, à des situations où vous avez des gens qui sont des intermédiaires et donc qui vont garantir en fait ce décalage de temps entre la réservation d'un service et le dénouement de ce service. Alors, j'avais aussi un point sur mais ça c'est plus une question de posture. Hein, c'est pas directement associé à ce slide de confiance, mais je dis quand même, c'est en fait dans la performance de l'entreprise, l'enchantement, ça passe par une notion, vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle la symétrie des attentions. C'est-à-dire la conscience que pour assurer un niveau de qualité de service à vos clients, eh bien vous êtes tenu à des obligations. Et donc ces obligations, il vous appartient, vous, en tant qu'entreprise, de les exprimer à vos clients. Et donc, par cette symétrie-là, vous créez un échange avec le client qui est donc ce principe de symétrie dans lequel le client reconnaît que vos demandes sont fondées, elles sont bien expliquées, et donc qu'il est de son intérêt de le traiter. On voit par exemple le cas typique, c'est ce qu'on appelle le KYC, le Know Your Customer. Vous savez très bien, beaucoup d'entre vous ici, vous devez connaître vos clients. Donc, lorsque vous ouvrez un compte, vous demandez tout un tas de pièces. J'ai même eu, en tant que conseil, on me l'a fait une fois, une entreprise qui m'a demandé d'envoyer par lettre recommandée avec AR mon RIB. Et du coup... ils m'ont renvoyé non, c'est eux qui m'ont envoyé une lettre recommandée avec AR, donc ils ont vu que mon adresse était bonne. Voilà, il y a eu un truc comme ça. Bon. Mais je veux dire par là, on se dit, celui qui fait ça, la vache, avant qu'on me vole mon argent sur mon compte, il y a de l'eau qui va couler sous les ponts. Alors le deuxième élément, il a été abondamment expliqué, donc je ne vais pas passer de temps là-dessus, mais c'est l'aspect des collaborateurs, c'est l'aspect de la prévention. Ce chiffre n'a pas été cité, il ne vient pas de Grant Thornton, il vient d'un grand cabinet aussi. 35% des incidents sont liés aux collaborateurs. Tu peux envoyer ?
Voilà. Et donc c'est vraiment effectivement le nerf de la guerre, les collaborateurs. Donc on a beaucoup parlé de évidemment la fraude de président, je ne vais pas revenir dessus. On a parlé de charte éthique, hein, donc former les gens à partir d'éléments objectifs, les responsabiliser, c'est-à-dire faire en sorte qu'ils soient capables d'agir seuls lorsque quelque chose est anormal. Donc typiquement la bonne réponse quand on me demande, même si c'est un email surtout perso du président qui me demande de virer 300 000 euros dans un lieu où on sait très bien que l'argent, c'est impossible de le récupérer, normalement, ça doit faire tilt. Donc ça passe aussi par la formation. Et puis l'anticipation, faut, comme l'expliquait Valérie, c'est sûr qu'il y a beaucoup de cas de fraude qui sont connus, mais il y en a plein qui ne sont pas encore connus, même pas encore inventés. Et donc, c'est d'essayer aussi d'avoir un coup d'avance sur les fraudeurs. Et donc, le point là, par rapport à l'enchantement, par rapport à mon topo, finalement, tout ce qu'on entend là, c'est des questions de bon sens. Le bon sens veut que quand on me demande de virer 300 000 euros au bout du monde, c'est suspect. Normalement, ça doit faire dring. La rigueur, c'est-à-dire quand on est quelqu'un de rigoureux, on peut difficilement accepter que, même si c'est le président, il bypasse la hiérarchie pour donner des ordres qui sont vraiment étonnants. Et puis le troisième, c'est l'honnêteté. Et c'est toi qui citais l'autre cas, pas toi, mais, Isabelle, le cas de gars qui dit oui, faut rien dire à personne, même si je suis en face de vous, vous laissez rien paraître, etc. C'est juste pas possible ça. Donc c'est gens malhonnêtes qui font. Donc partant du principe qu'un grand dirigeant d'entreprise ne peut pas être malhonnête, sinon il serait pas grand dirigeant d'entreprise. Eh bien c'est ce genre de rhétorique qu'il faut avoir. Et donc derrière, on parlait d'éthique, et dans le slide suivant, moi, je vais vous parler de communication dans 2 slides, mais je vais y venir, qui est en fait les valeurs de l'entreprise. Donc, on les incarne à travers une charte éthique, mais moi, je vais beaucoup plus loin. Aujourd'hui, c'est la plateforme de communication de l'entreprise qui doit aussi porter ces valeurs-là, d'honnêteté, de clarté, de valeur. Parce que si l'entreprise, elle porte haut, très très haut, toutes ces valeurs, eh bien, d'ores et déjà, ça démine pas mal de choses par rapport au risque de fraude. Alors là, on y va. Maîtriser, là, on parle de la transformation digitale, puisque ça, c'est un grand sujet aujourd'hui. On a vu Pierre Lemaître en 1918, là, on est maintenant en 2016. Donc, aujourd'hui, on cherche à développer des expériences clients enchanté, c'est simplifier la vie. Regardez aujourd'hui Air France, comment il s'est transformé avant. Pour ceux qui ont connu ça, on allait dans une agence de voyage, acheter un billet d'avion. On faisait la queue, on payait, etc. Aujourd'hui, ça ne vous vient plus à l'esprit. Vous allez dans une agence de voyage si vous faites un voyage. Si vraiment vous avez beaucoup d'itérations ou une demande très complexe. Dans la plupart des cas, ça a été dématérialisé, et Dieu merci. Donc, la dématérialisation, à la fois, constitue une opportunité. Et quand je parle d'espace client sécurisé, je fais plusieurs missions là-dessus, souvent, on peut charger une pièce, la pièce elle est en photo, elle est en PDF, donc on se pose la question tout de suite, c'est comment on vérifie la pièce. Une pièce, par exemple, qu'on peut facilement dématérialiser, c'est un RIB. Mais il n'y a rien de plus facile à copier qu'un RIB, quand même. Franchement. Et l'entreprise qui m'a demandé d'envoyer une lettre commandée, celle-là, elle avait bon, quand même. Alors, c'est sûr, c'est super lourd, surtout par rapport à l'argent qu'elle me devait. Mais quand même, c'est super vertueux. Et aujourd'hui, vous savez certainement, les banques travaillent sur des sujets de sécurisation des RIB. C'est un domaine de SEPA Mail, donc qui définit les échanges sécurisés de type SEPA. Et donc, vous avez un chantier dedans qui s'appelle Diamond, qui permet de travailler sur la sécurisation des RIB et de faire en sorte justement qu'on ne puisse pas dupliquer les RIB, c'est-à-dire que les RIB soient associés à l'Agence nationale des titres sécurisés. Donc, il y ait un élément très clair pour que, n'est-ce pas, Isabelle, on ne puisse pas faire envoyer l'argent sur un faux RIB. Parce que quand vous envoyez votre facture, il y a un numéro de RIB qui est marqué en clair dessus. Et qu'est-ce qui vous prouve qu'il est bon? Que ce n'est pas quelqu'un qui a copié votre facture, là, il l'a intercepté, et puis il a marqué un numéro de RIB qui est un autre. Deuxièmement, deuxième point, c'est l'interactivité. Aujourd'hui, on crée des expériences enrichies avec le Figital.
Donc c'est ça aussi, avec mon téléphone, je reçois une alerte, je suis informé, voire je peux même payer. On a parlé de paiement beacon, hein, et on a des trucs super malins, des balises, des bots, hein, c'est des morceaux d'application qui s'installent tout seuls, des SMS avec des sécurités. Donc il faut rester extrêmement prudent aussi dans tous ces trucs-là et bien jongler avec les canaux, parce que derrière toutes ces belles choses se cachent des esprits malveillants avec des antennes, hein, qui peuvent capter les signaux numériques. Il y en a qui se font très très peur. Alors j'ai parlé du paiement sans contact, c'est souvent des amis. J'ai été un des premiers, j'ai été un de ceux qui a lancé la première carte de paiement sans contact en France, et c'était en 2007. C'est le groupe Auchan qui l'a fait, c'était Banque Accor. En 2007, on était terrorisés. On disait, oui, peut-être qu'il faut mettre un étui en acier autour de la carte. Et alors, je me rappelle encore le marketing, il dit, mais si on met un étui en acier, nos clients, ils préféreront encore donner un coup de ciseau dans la carte. Donc, c'est pas comme ça qu'on enchante les gens, en leur disant, mettez votre carte dans un étui en aluminium. Mais en réalité, la réalité du risque, elle n'est pas supérieure au paiement sur Internet, hein, dans le transit des données. C'est même plutôt plus compliqué. Et puis, si on regarde les choses en face, posséder un terminal de paiement, être capable d'encaisser des paiements sans contact à haute fréquence, ça se voit. Donc très très vite, les banques sont capables de votre banque acquéreur, hein, elle détecte ce genre de choses. Et donc, comme en plus ils sont responsables de la fraude, je pense que vous pouvez quand même être pas mal rassuré, hein, sur la réactivité. Et puis, le troisième point sur lequel je voudrais insister dans l'enchantement, c'est que surtout, et spécialement en matière de paiement, dès qu'il y a de la sécurité, n'essayez pas de réinventer la roue, hein. Au contraire, c'est en jouant collectif, c'est en travaillant tous ensemble, c'est à travers des standards communs qu'on est capable de progresser. Sur le 3DS, je dirais simplement un mot, je tiens de McDonald's. Quand McDonald's a lancé son wallet marchand, c'est-à-dire une application de paiement mobile, hein, qui permet de réserver son sandwich à distance et derrière de l'avoir prépayé pour gagner du temps au moment de le retirer. Eh bien, McDonald's a fait différents tests de sécurité et finalement a opté pour un 3D Secure systématique. Alors, il y a certaines personnes qui disent « Ah oui, mais c'est emmerdant, on reçoit un SMS, il faut retaper le code, etc. » C'est une friction, ça, hein, c'est un irritant dans un parcours client. Eh bien non. En fait, c'est là où on parle d'enchantement. C'est McDonald's a décidé que le fait qu'il ait envoyé un 3D Secure, c'est d'abord un message qu'il envoie à ses clients de dire « Chez McDonald's, il n'est pas question que vos données bancaires soient fraudées. Donc on vous demandera le 3DS à chaque fois parce que jamais vous ne constaterez chez nous une fraude parce que vous avez payé avec notre outil. » Mais je parlais aussi d'effets invisibles. Il y a un deuxième effet derrière ça. C'est pas qui se coule, celui-là. C'est un effet... McDonald's a plus de 1000 franchisés en France. Donc le fait d'expliquer à ces franchisés qu'il y a du 3DS et que les transactions ne seront pas fraudées, eh bien, c'est aussi rassurer les franchisés sur son chiffre d'affaires. Et je vais même vous dire, c'est tellement puissant ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont réussi à obtenir de PayPal la non-répudiabilité du paiement. Vous savez tous que les paiements PayPal sont répudiables. Donc il y a d'autres qualités au paiement PayPal, mais en tout cas, ça, pour le coup, ça peut être un petit souci. Eh bien, à partir du moment où McDonald's a pu montrer à PayPal qu'il avait 0 cas de fraude, ils ont dit à PayPal, attendez, il n'y a aucune raison qu'on accepte de la fraude chez vous. Donc, si vous faites passer un paiement, et vous avez tous les éléments pour l'approuver. Si vous l'avez approuvé après, moi, je suis capable d'apporter la preuve que j'ai bien délivré le repas. Donc, il y a eu un paiement sécurisé par votre solution. Moi, commerçant, je sais apporter la preuve que j'ai livré le produit. Donc, vous me garantissez. Et c'est ce qu'ils ont fait. Voilà. Alors, dans les données objectives, la dernière que je voulais vous donner, le dernier takeaway quand même, c'est le petit cadenas. Je ne sais pas si vous avez remarqué, parce que je suis étonné parfois de voir qu'il y a si peu de gens qui le savent. Quand vous payez sur Internet, sur un site sécurisé, vous voyez, on va vous envoyer sur une page, etc. Vous regardez sur le HTTP à gauche, et s'il n'y a pas de cadenas, je vous invite à quitter rapidement la page, et à renoncer à votre achat. Voilà. Donc ça, c'est des petites choses qui contribuent à un univers de confiance pour le consommateur. J'en arrive à la communication. Sur la communication, donc j'ai déjà dit un mot sur la plateforme de marque. Donc la plateforme de marque, c'est quelque chose qui va porter les valeurs de l'entreprise. Elle les affiche. Donc ça, c'est un signe d'enchantement. C'est un facteur de réassurance important. Mais en même temps, il faut bien reconnaître que le risque zéro n'existe pas. Vous avez la meilleure éthique, vous avez les meilleures plateformes de marque. Vous êtes toujours
potentiellement agressé par un hacker, quelqu'un de plus malin, qui va réussir à vous sortir de là. Et donc, dans ce cas-là, la plateforme de marque, c'est aussi afficher une posture. La confiance, c'est aussi une question de transparence. Si j'ai un problème, je ne le garde pas pour moi. Déjà, j'ai formé toutes mes équipes SIC précédemment, j'ai formé tout le monde chez moi, j'ai sensibilisé au risque, j'ai fait les KYC, j'ai mis du 3D Secure, j'ai fait tout ce que je pouvais pour vous protéger. Donc ça, c'est la première chose. Mais ça s'est quand même passé. Ça s'est quand même passé. J'assume mes responsabilités. Je ne fais pas l'autruche. Je tarde pas à réagir. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être un plan de prévention qui a été travaillé aussi. J'ai prévu que si jamais j'avais un problème, mes équipes sont formées. J'ai même fait des exercices pour ça. Je connais déjà un cabinet de communication de crise qui va m'aider. Et puis, ma foi, quand on a merdé, il faut réparer. Donc, on n'essaie pas de se cacher. Ah non, mais c'est pas moi, c'est l'autre, etc. À un moment donné, ça coûte du pognon. Et il y a quelqu'un qui va payer les pots cassés. Donc, faut avoir bien ça là en tête quand même. Et puis le troisième, je renvoie sur l'intervention d'Isabelle, c'est l'adhésion, l'adhésion au standard. Donc ça veut dire partager, ça veut dire jouer le jeu, ça veut dire jouer collectif. Et puis, comme l'a très bien dit Jean-Baptiste en introduction, la réglementation aujourd'hui va dans ce sens avec la NSSI qui vous impose, peut-être pas encore à tout le monde, mais ce serait bien quand même qu'on ait le réflexe, chaque fois qu'on se fait vraiment voler, on n'hésite pas à le faire savoir aux gendarmes. On le déclare. On le déclare. Donc, j'en arrive à ma conclusion. J'ai été trop long? Oui, bien sûr, François. Toujours. Bon, alors je la fais courte, la conclusion. Sur la question de passer de la contrainte à l'enchantement client, c'est aussi une question de transparence. Donc c'est une série finalement d'éléments. C'est pas un élément, c'est pas je l'ai affiché avec mon étendard. C'est finalement un effort de tous les jours. C'est une somme de petits éléments qui, consolidés les uns les autres, vont créer ce climat de confiance, ce climat de réassurance, et qui vont faire que tous ces efforts que vous faites pour protéger vos clients, eh bien, ils vont être perçus positivement par lui. Le second, c'est l'humain et c'est les collaborateurs. Donc il faut absolument valoriser cet engagement des collaborateurs, faire en sorte qu'ils soient acculturés au risque. Et quand il y a un truc suspect, eh bien, ils aient le réflexe par eux-mêmes. Quand il y a quelqu'un qui a fait un paiement à distance avec une carte étrangère et qu'il n'y a pas eu de 3DS et qu'il vient chercher 5 iPads d'un seul coup, peut-être intérêt à lui demander à faire une transaction avec le code PIN, parce que si vous laissez partir la marchandise, malheureusement, vous ne la retrouverez jamais. Et puis le troisième, donc j'ai déjà dit, c'est l'écosystème, c'est le jouet collectif. Donc c'est de vraiment travailler tous ensemble pour partager les expériences, déminer, ne pas hésiter à raconter, comme tu l'as fait, ton aventure. De façon à ce que ce partage crée des mécanismes d'alerte et crée les bons réflexes pour lutter et enchanter les clients. Merci beaucoup, François. Et puis quand je vois comment tu as enchanté la salle, je pense qu'on a réussi. Tout à l'heure au cocktail. Ouais, voilà. Alors, on va passer très rapidement à la conclusion. En guise de conclusion, je vais vous demander à tous de donner un petit mot. On va commencer par Patricia, parce qu'elle a été un peu chahutée par ses collègues sur l'étude. Alors moi, je tiens à montrer l'étude quand même de Grant Thornton. Elle est là, donc elle est disponible. Donc Patricia, en conclusion. Alors, en conclusion, je vais faire rapide parce qu'on est un petit peu en retard. En conclusion, c'était finalement montrer à l'entreprise les bénéfices, qu'est-ce qu'on attend finalement d'un dispositif de lutte contre la fraude. Donc là, voilà, j'essaie de dégager les 6 bénéfices. Le premier, c'est la pérennité de l'entreprise, parce qu'on oublie souvent qu'on parlait des cas de fraude au président, mais que quand ça touche une PME, ça peut couler et faire fermer l'entreprise. Donc déjà, l'effet positif, c'est garantir la pérennité de sa structure. Ensuite, c'est prendre conscience de ses actifs. Parce qu'en travaillant sur la fraude, finalement, l'entreprise est obligée de voir ce qui est important chez elle, ses actifs, et ça, on voit que toutes les entreprises ne sont pas forcément conscientes de tout ça, et on parlait aussi de l'humain, mais ça rentre dedans. Le troisième point, c'est développer l'éthique et la transparence. Donc ça, on en a parlé, mais c'est une vraie réalité, et je pense que c'est ce qui peut apporter aussi une valeur ajoutée vis-à-vis de vos parties prenantes, notamment dans les relations commerciales. Ensuite, ça redonne du sens aux fondamentaux du contrôle interne, parce qu'on voit
En tout cas, ce que moi je peux constater sur le terrain, à chaque fois qu'on a des cas de fraude ou des tentatives, on se rend compte que les principes clés du principe de contrôle interne ont un peu été oubliés, parce que quand on est dans l'entreprise, quand on est peut-être en situation un petit peu compliquée, on a tendance à peut-être mettre de côté des principes simples de séparation de fonctions ou de circularisation d'informations. Donc voilà, en tout cas, ça peut apporter à revenir sur ces principes clés. Ensuite, renforcer la qualité de traitement, parce qu'on le dit, la gestion du risque de fraude, c'est du bon sens. Donc, c'est sensibiliser les collaborateurs, les salariés, et donc, du coup, les obliger aussi, lorsqu'on fait un contrôle, d'avoir un œil fraude, chose que quand on fait un peu du contrôle interne, on peut avoir des fois des approches un peu administratives, ce qui fait que face au risque de fraude, il faut avoir un autre regard. Et ensuite, c'est le fait de savoir gérer la crise, parce que finalement, dans un dispositif de lutte contre la fraude, à la fin, sur la protection, il faut anticiper, c'est-à-dire savoir quand la crise va arriver, effectivement, qui je vais mobiliser, qui va parler, quel expert je vais faire intervenir, est-ce que j'ai les compétences en interne. Et tous ces points-là, finalement, si on ne les a pas préparés en amont, si on ne les a pas sécurisés, quand la crise arrive, c'est compliqué. Et finalement, derrière, l'entreprise pourra capitaliser aussi sur ce dispositif de gestion de crise qui est valable pour la fraude, mais qui est aussi valable pour tout type de crise. Donc voilà, en conclusion. Merci. Valérie ? Non, pour moi, voilà, les maîtres mots, c'est communication, bon sens et confiance. Voilà. Isabelle ? Alors, moi, il y a encore une statistique que j'aime beaucoup, c'est Euler Hermès, en fait, qui est sortie. 86% des fraudes sont déjouées grâce aux réactions humaines. Okay, ça arrive loin devant tous les systèmes informatisés, hyper sophistiqués, etc. Alors, s'il vous plaît, aidez vos collaborateurs, communiquez, formez-les, chouchoutez-les, parce qu'en matière de lutte contre la fraude, un homme averti en vaut réellement deux. C'est valable aussi pour les femmes, ce que je dis. Voilà. Pierre-Yves ? Oui, alors mes collègues m'ont pris mes idées de conclusion, évidemment, mais quand on est le dernier, c'est toujours comme ça. Ah non, pardon, tant pour moi. Non, ce que je veux dire, c'est que personne dans la salle ne doit s'estimer être à l'abri, mais absolument personne, pour différentes raisons. La cybercriminalité est galopante et de plus en plus professionnelle. Un petit exemple, vous avez tous entendu parler maintenant, ou peut-être subi ce qu'on appelle les ransomware, ces logiciels qui cryptent vos données, qui vous engagent ensuite, qui vous invitent à payer une rançon pour recevoir un correctif. Surtout, ne payez pas la rançon et faites attention aux mails que vous recevez. Et ces ransomware utilisent ce qu'on appelle des failles zero day. Les failles zero day sont des vulnérabilités qui n'étaient auparavant, des failles qui étaient systèmes qui n'étaient utilisés auparavant que pour les attaques informatiques très sophistiquées, qui visait à attaquer une entreprise, tel actif dans l'entreprise pour voler tel type d'informations. Et c'était vraiment des choses qui étaient vraiment très ciblées, très segmentées. Aujourd'hui, ces failles zero day, elles sont utilisées de manière très large dans ces ransomware qui sont eux-mêmes envoyés à des centaines de milliers, pour ne pas dire de millions d'exemplaires tous les jours sur les adresses mail du monde entier. Donc, cybercriminalité galopante et très professionnelle. Plus c'est gros, plus ça marche. Mais je vous assure, il y a tout un tas de cas que j'ai appris dans des entreprises qui ne sont pas parus dans la presse parce que les entreprises ne veulent pas communiquer, mais sur des histoires énormes. Vous voyez ça dans un film, vous vous dites c'est pas possible, ça marche pas. Et pourtant, ça marche tous les jours. Et troisième chose, l'humain. La communication, l'humain, ça ne repose que sur l'humain. Pourtant, je vends des produits de sécurité. Je devrais dire les produits, c'est super et avec ça, on est à l'abri. Non, ça ne repose que sur l'humain. François ? Deux points. Sur l'enchantement des clients. Le premier, c'est la réflexion sur les parcours clients, donc d'intégrer toutes vos contraintes pour lutter contre la fraude dans l'ensemble des étapes qui vont ponctuer le parcours client et finalement d'adopter une véritable démarche marketing pour transformer ces éléments-là en points de passage et les rendre finalement agréables à passer parce qu'ils répondent à un objectif bienveillant. Et le deuxième point,
c'est attention à ne pas surprotéger non plus. C'est donc d'adapter en fait vos moyens de protection à la réalité du risque et le type de risque que vous courez. Voilà. Merci beaucoup. Alors Pierre-Yves, je vais quand même aller un peu dans l'autre sens. L'humain avec des très bons logiciels, c'est ça ? Évidemment. Et on en a des très bons. Pour les faire aussi. Voilà, pour les faire. Merci beaucoup à tous les 5 de votre participation. J'espère que vous avez appris plein de choses. On est bien évidemment à votre disposition pour échanger. Je tenais à remercier le marketing ACA qui nous a trouvé une belle image de fin. Comme vous voyez, c'est vraiment le bonheur, on nage dedans, donc n'hésitons pas. Et pour continuer ce bonheur ensemble, on vous donne rendez-vous non pas dans une salle un peu obscure, mais dans le café qui se trouve en face, enfin dans le restaurant pardon, qui se trouve en face, qui s'appelle le Monceau, pour un cocktail entre nous. On a choisi un endroit un peu plus convivial. Donc rejoignez-nous, c'est juste en face, vous traversez la rue, vous faites attention, vous regardez bien à droite, parce qu'il y a des voitures qui viennent que à droite, et puis on se retrouve directement. Et comme ça, on pourra continuer à échanger ensemble. Merci beaucoup.